Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais poursuivre dans la logique qui a été débutée avec cette première présentation. Et moi, je vais vous parler de transformation et de culture d'entreprise. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, on parle d'un facteur clé de succès pour les entreprises parce qu'il y a une corrélation très forte entre leur capacité d'alignement et leur performance. Et dans le monde dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, qui est un monde en mutation, hein, on entend ça depuis hier matin, le démarrage de HR Speaks, mais on le savait tous, un monde en mutation qui est un monde VUCA, c'est-à-dire un monde volatile, incertain, complexe et en même temps ambigu. L'entreprise a une nécessité toute particulière à mobiliser ses capacités de résilience, c'est-à-dire ses capacités à pouvoir rebondir pour faire en sorte que l'incertitude soit des opportunités. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les projets de transformation? Eh bien, on constate que quand les projets de transformation sont aussi bien d'ailleurs des réorganisations, des alliances, des fusions, que des changements de stratégie, de business model, voire l'introduction d'outils structurants, on a, en règle générale, à peu près un taux d'échec important qui, selon les études, varie entre 50 et 70%. Avec une des causes qui est le manque de prise en compte de la culture d'entreprise dans le projet de transformation. Donc, regardons d'un peu plus près qu'est-ce que ça veut dire et aujourd'hui, comment, très souvent, est faite la prise en compte de la culture d'entreprise dans les projets de transformation. On a assez couramment un travail qui est réalisé au niveau de la direction générale, du COMEX, du corporate, de la maison mère, sur vision, mission, valeur. Avec ce travail, qui est intéressant, on est plutôt du côté de la stratégie, on est plutôt dans une démarche bottom-up. Très souvent, quand ce travail est réalisé, eh bien, chez Ressources et Pédagogie, on nous pose la question, et maintenant, comment fait-on pour décliner sur le terrain? Comment fait-on pour passer d'une culture d'entreprise de valeurs qui sont affichées sur les murs à une culture d'entreprise dans les murs, c'est-à-dire une culture d'entreprise qui soit incarnée dans les pratiques au quotidien et qui irrigue l'ensemble du corps social des acteurs de l'entreprise. Ça prouve bien qu'avec ce travail intéressant, fait au niveau plutôt stratégique et de la direction d'entreprise, on n'est pas suffisamment opérationnel dans la prise en compte de la culture d'entreprise dans les projets de transformation. Il nous manque, pour avoir ce niveau opérationnel, souvent un outil de diagnostic culturel. Alors, on a vu la façon dont Merlan a fait le diagnostic culturel avec Pernod Ricard. Nous, on a recherché assez longtemps un outil qui était plus, vous allez voir que je qualifie de plus simple. Hein, on pourra en discuter après, mais en tout cas de plus simple, à mettre en œuvre et surtout qui permette une enquête extrêmement large dans l'entreprise, de manière à ce qu'on soit sur une prise en compte de la culture d'entreprise très opérationnelle et très répandue, hein, je dirais, sur l'ensemble des populations. Donc, cette cartographie, ce diagnostic culturel, on en a besoin, à notre sens, pour pouvoir identifier de façon précise quels sont les traits culturels, les composantes, les caractéristiques de cette culture d'entreprise, c'est-à-dire faire passer quelque chose d'assez intangible quand on parle de culture d'entreprise à quelque chose de tangible, de repérable, mais aussi avec un outil qui nous permette d'avoir des clés de compréhension et des clés de compréhension qui nous amènent à un plan d'action plus adapté, plus juste, et on verra comment un plan d'action peut travailler également, grâce à ce qu'on a identifié, sur l'alignement, un alignement à la fois entre l'individu, l'équipe, l'entreprise, et un alignement entre aujourd'hui et le futur, puisque dans un projet de transformation, généralement, il y a toujours un aujourd'hui et un futur. Voilà. Donc ce diagnostic, chez Ressources et Pédagogie, nous utilisons la cartographie des valeurs. La cartographie des valeurs, d'abord, c'est un outil simple à mettre en place. Alors, au fur et à mesure, je vais vous faire découvrir ce que c'est, mais d'abord, c'est simple à mettre en place. Ça a été créé dans les années 2000, 99-2000, par Richard Barrett aux États-Unis. C'est adapté à des populations de petite taille, une équipe de 10 personnes, comme à des populations de beaucoup plus grande taille, 10, 20, 30 000 personnes. Il n'y a quasiment pas de maximum. Vous verrez ensuite pourquoi.
Il est disponible en 20 langues, ce qui est très pratique pour des clients que nous avons et qui sont des groupes internationaux, et où on a toujours la question de éventuellement utiliser un outil qui n'est qu'en anglais, avec parfois les complexités d'appropriation dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Et puis, surtout simple, parce qu'il est fondé sur 3 listes de 90 valeurs. Alors, mon confrère avant moi a bien défini ce que c'étaient les valeurs, les croyances, les comportements. Ici, on est sur un outil qui ne fait pas cette distinction-là et où on nous propose 90 mots qui caractérisent, vous le verrez après dans les exemples, à la fois des valeurs, des comportements, des pratiques professionnelles. Il n'y a pas cette distinction-là, mais ça nous permet de pouvoir faire une identification un peu globale là-dessus. Donc, par construction de l'outil, chacun des mots qui est donc présent dans la liste est réparti a priori sur un de ces 7 niveaux. Donc 7 niveaux, dits niveaux culturels, 3 premiers que vous avez plutôt ici orientés en interne, qu'on peut aussi appeler des niveaux plutôt de maîtrise des fondamentaux. Et ces 3 niveaux, vous avez le niveau de la sécurité, par exemple, qui est le premier niveau. Niveau de sécurité, vous allez retrouver des valeurs dans ce niveau-là, qui est la performance financière, qui est le contrôle, qui est l'orientation court terme. Vous avez ensuite un second niveau, enfin un deuxième niveau, pour être correct en français, un deuxième niveau qui est celui des relations, où vous allez trouver des choses assez classiques dont vous vous doutez, à la fois la bienveillance, l'empathie, mais aussi la satisfaction client. Troisième niveau, qualifié de processus, où là, vous allez plutôt, tout à l'heure on était sur le soft, là on est plutôt sur le hard, on va avoir des valeurs qui vont être la qualité, l'orientation résultat, le professionnalisme par exemple. Et puis, une fois que ces 3 niveaux-là sont posés, on a un 4e niveau qui est un niveau dit de transformation, qui est également un niveau qui permet l'ouverture. Et où, avant, dans les 3 premiers niveaux, on était plutôt sur des valeurs orientées en interne, plutôt fondées sur la maîtrise. À partir du niveau 4 de la transformation, on va pouvoir accéder à des niveaux qui sont plutôt orientés vers l'extérieur et plutôt dans la lâcher-prise. Ce niveau 4 de la transformation va accueillir des valeurs comme le management participatif, le travail en équipe et l'innovation. Voilà. À partir du niveau 5, on est plutôt sur un niveau de cohésion. On est plutôt dans des systèmes où, par exemple, on est dans des organisations matricielles. La cohésion entre des équipes plutôt verticales, hiérarchiques, et des équipes plutôt horizontales, c'est-à-dire plutôt fonctionnelles. Donc, ce niveau de la cohésion, on va avoir à l'intérieur des valeurs qui vont être, par exemple, les valeurs ou la vision partagée, qui va être la passion, l'enthousiasme, l'engagement, qui vont être dans cette partie-là. Le niveau 6, alors là, on est encore plus large vers l'extérieur, puisqu'on est sur un réseau, à la fois intérieur et extérieur à l'entreprise. Notamment, ça va être un niveau où on va retrouver des valeurs d'alliance stratégique, mais également d'épanouissement des collaborateurs et de collaboration avec le client. Et puis enfin, le dernier niveau, responsabilité sociétale. Ça, c'est un niveau auquel aujourd'hui, maintenant, dans les entreprises, on est assez habitué. On va avoir des valeurs qui vont être bien celles, par exemple, de l'éthique, de la déontologie, de l'orientation long terme, mais également des valeurs d'humilité. Voilà. Donc, 7 niveaux, pas de hiérarchie entre les niveaux. Tous les niveaux permettent de participer à la performance d'une entreprise et vont permettre de repérer quel est le niveau culturel dominant, présent ou dominant à un moment, ou visé, on verra, à un moment quelconque. Deuxième caractéristique de cette cartographie des valeurs, c'est un diagnostic culturel qui est rapide à réaliser. Alors pourquoi rapide à réaliser? Parce qu'il s'agit d'un test individuel sur Internet. Un test individuel qui prend environ 15 à 20 minutes et qui propose 3 listes de valeurs. Donc c'était la présentation que je faisais avant. Donc, premier élément, une liste de valeurs où on demande à la personne de pouvoir choisir dans les 90 son top 10 des valeurs les plus importantes pour lui, à titre individuel, mais dans son environnement professionnel. Qu'est-ce qui l'anime tous les matins pour aller travailler? Voilà. Donc c'est le premier choix sur la première liste.
Deuxième liste, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il perçoit comme valeur présente dans l'environnement qui est considéré, enfin dans le périmètre, pardon, qui est considéré, c'est-à-dire le périmètre de l'équipe, le périmètre de la direction, le périmètre du site, du pays, de l'entreprise. Et donc là, à nouveau, on lui demande de choisir 10 valeurs qui, selon lui, caractérisent particulièrement son environnement de travail aujourd'hui. Et enfin, dernier élément, c'est demain, quelles sont les valeurs qu'il souhaite, qu'il désire dans le même périmètre, toujours avec un choix de 10. Voilà. Donc, on voit bien qu'à la fois, ça va permettre de travailler sur l'alignement entre la personne, l'équipe et l'entreprise, puisque on part d'un diagnostic individuel, on consolide les résultats sur une population donnée, voire sur la totalité de l'entreprise, avec un certain nombre de segmentations possibles, qu'on a déjà vu d'ailleurs tout à l'heure sur l'ancienneté, sur la répartition géographique, sur le niveau hiérarchique, sur hommes-femmes, tout type de segmentation possible. Deuxième type d'alignement, mais bien évidemment, c'est aujourd'hui et dans le futur. Il y en a même un autre qui est intéressant, c'est les valeurs personnelles sont plutôt des valeurs qui sont relativement permanentes. On ne peut pas dire qu'elles ne changent pas, qu'elles ne bougent pas, mais elles évoluent plus lentement ou plus difficilement, entre guillemets, que les valeurs qu'on peut constater aujourd'hui. Donc un alignement aussi avec quelque chose de plutôt permanent chez l'individu ou le groupe d'individus, et puis ce qu'il perçoit aujourd'hui et ce qu'il veut pour demain. Voilà. Et puis enfin, dernière caractéristique, c'est un diagnostic culturel qui est très opérationnel. Alors, pourquoi opérationnel? Parce que d'abord, il permet d'intégrer ce qui existe déjà dans l'entreprise. Par exemple, le travail que je citais au démarrage sur mission, vision, valeur est tout à fait possible à intégrer dans l'outil, puisqu'on peut ajouter les valeurs qui ont été, par exemple, sélectionnées, choisies par l'entreprise d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir les rentrer dans les listes de valeurs et voir quelles sont leurs occurrences. Deuxième élément, c'est que même quand des travaux plus larges ont été faits, par exemple des séminaires de direction, des ateliers autour de la question de la culture d'entreprise, des valeurs ou du projet de transformation, puisque on se situe là dans un outil qui nous permet de porter le projet de transformation, eh bien, on va pouvoir intégrer cet élément-là dans cet outil de diagnostic. C'est-à-dire que l'outil de diagnostic culturel de la cartographie des valeurs, nous l'utilisons seul ou intégré dans une problématique que l'entreprise a déjà démarrée. Deuxième élément qui caractérise son côté opérationnel, ce sont les résultats. Des résultats à la fois visuels sur des données quantitatives, ce qui correspond bien d'ailleurs à la culture de certaines entreprises qui sont plutôt sur une culture gestionnaire, où le quantitatif est important, et puis l'analyse qualitative par un consultant pour pouvoir donner des clés de compréhension. Alors voilà un des résultats. Il y a plusieurs façons de présenter les résultats. C'est beaucoup plus riche que ça, mais vous en avez un exemple. Donc vous avez dans la partie basse toutes les valeurs qui ont été choisies sur la première liste, valeurs personnelles, la deuxième liste, valeurs perçues actuellement dans le périmètre, et valeurs désirées dans l'avenir. Et chaque valeur qui est nommée est représentée par un petit point bleu dans les différents niveaux que l'on a vu tout à l'heure sur le diabolo. Voilà. Donc, avec un certain nombre de quantifications que vous voyez un peu partout, je ne vais pas vous faire une présentation détaillée. Donc, on a de nombreux ratios, on a de nombreux pourcentages, à la fois en gap, en population, en alignement, en non-alignement. Voilà. On a donc tout un matériau, et puis on a une analyse qualitative. Alors, je peux vous faire 2 commentaires pour vous donner des exemples. Premièrement, on voit ici que la valeur engagement est présente à la fois dans les valeurs personnelles, dans les valeurs perçues aujourd'hui et dans les valeurs désirées demain. Ça, c'est typiquement un levier pour le projet de transformation. Le projet de transformation qu'on a à conduire dans l'entreprise, si on peut commencer par l'articuler sur quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement, on voit que c'est un fil conducteur qui, à la fois, va nous permettre de passer à aujourd'hui, à demain. Pareil, la qualité qui est perçue aujourd'hui comme une valeur importante est également souhaitée comme une valeur demain. Donc, on voit des leviers pour construire le plan d'action d'accompagnement du changement qui se dégagent. On voit également des freins ou des zones à éviter, tout au moins dans un premier temps, ou à travailler peut-être avec une vigilance particulière,
parce qu'elle pourrait lever soit des crispations, soit des blocages, soit des dysfonctionnements. Typiquement, on a ici de présent des aspects de fonctionnement en silo, de baronnie, d'orientation court terme. Si on souhaite avoir une avancée très rapide du projet, il est fort probable qu'aujourd'hui, alors qu'on a déjà cette perception-là dans les valeurs présentes dans l'entreprise, eh bien, on aura une crispation parce que les personnes qui ont été enquêtées trouveront que ça va à marche forcée et que ça ne leur convient pas du tout et que ce n'est pas du tout ça qu'ils souhaitent aujourd'hui. Je termine très vite. Donc voilà pour la partie résultat. Autre résultat intéressant, c'est une possibilité d'avoir des profils de managers. Et selon justement les valeurs personnelles qu'ont donné un manager ou une population de managers, on va avoir 7 profils de managers qui vont être plutôt adaptés à une situation, à un environnement, à une mission donnée. Alors on peut en prendre 2. Le premier, manager de crise, donc quelqu'un qui va plutôt être un pompier de service, alors que le dernier va plutôt être un visionnaire. Il y a fort à parier que si on met le bon manager au bon endroit, on aura forcément de meilleurs types de résultats. Voilà. Donc, avec des liens directs, bien évidemment, sur la performance, 2 que vous avez tout de suite vus, un gain de temps, un gain d'énergie, et surtout, et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que nous recherchons, une constance dans l'engagement. Dans de nombreux projets de transformation, la question, c'est comment on maintient l'engagement. Eh bien là, vous avez les moyens, avec le diagnostic, de pouvoir éviter ces espèces de chutes ou montagnes russes d'engagement. Juste, je termine. Pour en savoir un peu plus, on est présent dans l'espace, sur l'espace ressources et pédagogie, et je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir bénéficier d'une cartographie individuelle pour vous rendre compte de la pertinence de l'outil.